Alors, Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ce vendredi 18 juin 2021, il est 18 heures pile. Bienvenue à cette nouvelle étape de la route enchantée des régions italiennes, une étape particulière, celle d'aujourd'hui, consacrée à une région, à une île extraordinaire qui est la Sicile. L'initiative est réalisée par l'Istituto Italiano di Cultura dello Rabat, ministère des Affaires étrangères, qui s'inscrit dans le projet Fare Cinema, une initiative réalisée en collaboration avec Rai Cinema, Italia Film Commission, Fondazione Zeffirelli de Florence et la Casa del Cinema de Rome. Je passerai tout de suite la parole à notre directrice, à Madame Calea. Bonsoir, mes salutations de Rabat. Ce soir, nous en sommes arrivés dans notre voyage à travers les sets cinématographiques dans les différentes régions italiennes, une région très connue, très aimée dans le monde entier, la région sicilienne. Et je dirais qu'il faudrait autant de rencontres que le sont les jours d'une année pour pouvoir présenter la richesse de cette terre si riche, à avoir nombre de sites appartenant au patrimoine de l'UNESCO et également au patrimoine immatériel, une terre riche de personnalités qui vont de la littérature au cinéma, du cinéma à la musique, à la mode, au design, mais une région très connue, disais-je, aimée par les écrivains, qui Goethe, par exemple, disait il faut aller en Sicile pour pouvoir comprendre l'Italie, parce que c'est là la clé de tout. une région sur laquelle ce soir, avec nos invités, nous allons nous concentrer, comme je le disais, sur l'aspect cinématographique. Et la Sicile est une protagoniste du cinéma. Permettez-moi de saluer les invités de ce soir, Giovanna Tagliani, régiste, réalisatrice et fondatrice de la Solina Dog Fest, Ignacio Paglia, représentant de la Sicile Film Commission, Costanza Padriglio, directrice artistique du Centre expérimental de cinématographie de Palerme, Giovanni Massa, directeur artistique de l'Efebo d'Oro, et je salue également Caterina D'Amico, qui est l'historienne du cinéma, qui, avec Monsieur Gentile,
a entrepris ce voyage dans les régions italiennes. Je passe d'ores et déjà la parole à notre conducteur pour conduire cette soirée qui sera certainement intéressante et permettra d'enrichir la connaissance cinématographique. Merci, merci. J'ajoute parce que nous étions un peu inquiets pour une liaison et j'ajoute également à notre invité, je le remercie pour avoir accepté notre invitation et je partirai d'ores et déjà avec Costanza Quadriglio. Costanza Quadriglio, eh bien, l'activité, ton activité aussi bien professionnelle que ton activité liée au centre expérimental. Peux-tu nous la raconter? Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité. Je peux vous dire que le centre expérimental de cinématographie a son siège à Palerme et s'occupe donc de cinéma. Et il s'agit là d'une chose très importante à raconter, car étudier le cinéma à Palerme veut dire avoir la possibilité de trouver vraiment un humus pour apprendre comment interagir avec la réalité très, très fort, très, très, très intéressante. C'est une école qui a vu son jour il y a 10 ans et qui forme des cinéastes documentaire. J'aime le dire parce que cette école est née ici, il y a Ignazio de la Film Commission sicilienne, Caterina D'Amico aussi qui le sait. Il y a 10 ans, le documentaire était encore peu considéré par l'industrie cinématographique italienne. Giovanna Tagliani, qui est ici avec moi, c'est bien sûr ce dont je parle. Elle a fait beaucoup de films et beaucoup de documentaires très tôt par rapport à l'évolution en Italie. Et donc, cette école de cinéma a toujours été à l'avant-garde. À présent, c'est un point de référence important. Et j'aime dire de la Méditerranée, car c'est une école qui est la Méditerranée. Palerme est la Méditerranée. Palerme est la multiculture, l'accueil et la capacité de se regarder autour de nous. L'appel pour cette école est ouvert et se conclut le 15 juillet. Donc, je veux dire à tous les jeunes talentueux qui nous écoutent, qui sont à l'écoute, que s'ils ont la passion, la curiosité, le désir de découvrir autrui, ils peuvent participer. En ce qui me concerne, comme cinéaste, je suis sicilienne, j'ai toujours été liée à l'idée de cette île, mais en même temps, j'ai toujours considéré moi-même comme une partie de quelque chose de toujours différent, quelque chose en mouvement. Il n'est pas une frontière pour moi, mais au contraire, quelque chose qui m'a toujours projeté au dehors. Si bien que j'ai fait des films en Sicile, à Palerme, j'en ai fait très peu par rapport à la quantité de films que j'ai réalisés. Et je ris parce que j'ai commencé un film qui s'appelle L'Isola à Favignana en 2002. Je l'ai tourné. Il est sorti en 2003 à Cannes, au Festival de Cannes. Non seulement moi, mais d'autres cinéastes racontaient en quelque sorte les îles, la mer, le désir de notre cinématographie de regarder au territoire. Et ça a été pour moi très formatif, une expérience irrépétible car j'ai tourné avec des acteurs professionnels comme Visconti et comme Rossellini. Et bien sûr, si la comparaison me faisait rougir dans la tradition cinématographique italienne, ce film et d'autres films de mes contemporains qui commençaient à faire du cinéma au début de l'an 2000 a été interprété comme un nouveau désir des cinéastes d'interagir avec le territoire. Mais c'est une empreinte importante que j'ai toujours suivie, même dans les films qui ont suivi et que j'ai fait ailleurs, parce que j'ai tourné des histoires ailleurs en attendant le moment de retourner en Sicile avec
laquelle j'ai un rapport d'amour profond. L'année dernière, en pleine pandémie, j'ai tourné un film en ce style avec d'autres artistes palermitains. On ne pouvait fêter la Sainte de Palerme, mais alors avec l'école, avec le Théâtre Massimo et toutes les institutions culturelles, l'Orchestre symphonique du Conservatoire, nous avons construit un film en quelque temps un film musical afin de pouvoir jouir de cette fête quand même. Ça a été un amour pour notre ville que nous avons témoigné, mais à présent, je jouis des récits siciliens à travers les films de mes élèves que nous soutenons du début jusqu'à la fin afin qu'ils trouvent leur voix, leur regard sicilien. Et non seulement, ce sont des personnes qui viennent du monde entier, de toute l'Italie. Et tôt ou tard, je reviendrai tourner un film en Sicile. Oui. Grazie Costanza. Prima di Avant de te laisser une question de la part de Caterina D'Amico et de te laisser à tes engagements parce que tu vas nous quitter d'ici, permettez-moi une question. Après Cannes, ton Isola, eh bien, j'ai eu la chance de lui donner un prix à Bratislava en 2003. C'est une digression personnelle parce que j'avais tellement aimé ce film que je n'ai eu aucune difficulté, même de la part du président de la jury, à le faire aimer ou même aux autres critiques. C'était un produit très particulier. Je me souviens encore un dialogue. Je préfère la mer, je n'aime pas les réseaux. Et de là, toute cette histoire très belle que tu avais portée sur l'écran. Merci, merci. C'est un souvenir extraordinaire. Le dialogue de Turi est un peu le centre, le feu du film, l'histoire d'un jeune homme qui aime naviguer. Eh bien, après vraiment beaucoup d'années, je m'en souviens encore. Oui, parce qu'il aime naviguer, mais il ne veut pas le consommer. Même c'est ce qui donne à vivre, parce que c'est un film également sur le travail de pêcheurs. Travailler et pouvoir survivre dans une île. Parce que la Sicile est une île, mais il y a les îles de la Sicile aussi. Caterina, est-ce que tu veux poser une question à Costanza? Oui, plutôt qu'une question, c'est pour ainsi dire une réitération de ce que Costanza vient de dire. Lorsque nous avons fondé, lorsque l'on a ouvert le siège en Sicile du centre expérimental et que on décida de le consacrer au documentaire en 2008, l'intention était celle-là. Nous pensions que la Sicile, de par sa position si centrale dans la Méditerranée et de par sa vocation si typiquement multiculturelle, comme toutes les îles, a accueilli des stratifications de culture et donc elle est ouverte à ce type d'accueil. Eh bien, nous pensions que situer là ce point d'attrait pour le documentaire de la Méditerranée était stratégique. Nous rêvions en perspective que des élèves des différents pays qui donnent sur la Méditerranée viennent nous voir pour partager une expérience, le récit d'une région qui est faite de mer, mais qui est fait aussi de personnes différentes, mais qui se mélangent, qui proposent et forment un tissu vraiment extraordinairement riche d'expériences et donc de futur possible, d'avenir possible. Lorsque Costanza a commencé à le diriger en tant que sicilienne et en tant que documentariste tout à fait experte, j'ai été très, très contente. Et elle aussi, à son tour. Et j'ai toujours aimé que les anciens élèves de l'école la dirigent. C'est une âme qui continuait
à vivre et qui donc se projetaient vers l'avenir. Des travaux qui sont sortis de l'école sur la Sicile, non seulement j'en ai vu beaucoup, et je dois vous dire plusieurs éclairants qui ont circulé le long de plusieurs festivals. Oui, oui, ah, ça c'est sûr, hein, je dois le dire. Avec une toute petite pointe d'orgueil, les films sont vus, sont de plus en plus appréciés à raison de leur diversité. Les jeunes sont libres d'expérimenter leur langage, celui qu'ils préfèrent, et le langage qui est le plus juste pour cette histoire déterminée. Donc, nous ne faisons pas des films avec des moules. Le film, c'est vraiment la volonté d'interpréter le réel, parce que nous essayons également d'avoir des personnes qui travaillent au réel et donc qui se confrontent avec la complexité du présent, mais même du passé. Parce que l'école est une école plutôt particulière, plutôt qu'une école, c'est une académie, un lieu de rencontre d'artistes de différentes disciplines, de différentes expressions qui tous ensemble nourrissent l'élève dans la direction vers laquelle il veut aller. Oui, il y a une différence substantielle, même si cela peut sembler étrange que de le dire, entre l'enseignement du cinéma lorsque l'on approche un set où il y a le costumiste, le réalisateur doit faire et le documentaire, car le temps d'élaboration, de traitement et de la mise en discussion continue du set par rapport au réel, c'est-à-dire de trouver une position, de comprendre ce que l'on est en train de faire, est un temps plus long qui demande nécessairement une mise en discussion continue. Donc, notre école est de 3 ans et permet de faire des films qui sont plutôt longs, puisqu'ils ont leur temps d'élaboration, un temps plutôt long. Monopoliser l'attention. C'est un territoire formidable, la Sicile, parce que c'est un territoire justement historique, très, très riche d'expériences et de vécu et de choses à raconter. Je voulais remercier Costanza et donner la parole à Giovanna Taviani. Nous avons parlé de la Sicile comme île et je voudrais que tu nous expliques ton rapport personnel avec la Sicile, d'un point de vue aussi bien professionnel que privé, personnel. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Je me réjouis d'être ici avec cette très belle compagnie et parler de notre Sicile si aimée. Je suis romaine, en effet, mais je suis sicilienne d'adoption parce que, en effet, la Sicile, comme le disait Caterina D'Amico, et comme Costanza le disait sur Palerme, est un réservoir potentiel d'imaginaire, d'histoire à raconter, qui a une mémoire historique infinie, car je suis liée également au niveau familial à la Sicile, parce que mon père et mon oncle toscans firent leur premier film en Sicile, Un uomo da bruciare, et ensuite ils tournèrent aux îles, en Sicile et aux îles, devant l'île de Salina, Le Chaos, qui est un film tiré de Luigi Pirandello, parce que la Sicile n'a pas simplement une mémoire très forte au niveau cinématographique. Mon père a toujours dit qu'ils avaient bien imprimé dans la mémoire, lorsqu'ils voulurent se rendre en Sicile, les terres de la Terra Trema de Acitrazza et même des paysages siciliens. J'ai mis un tout petit particulier détail. Il y eut une apparition dans ce chaos. Oui, c'est par hasard. Puisque l'enfant qui devait interpréter la mère de Pirandello, car Chaos, c'était tiré des écrits de Pirandello. C'est un autre mythe de la Sicile. Vous avez tout. Parce que non seulement vous avez ce potentiel d'histoire, mais la plus grande
littérature du Novecento. Luigi Pirandello, dans leur dernier épisode, il racontait de ce voyage en exil de la famille de Pirandello, de la mère de Pirandello, qui à l'époque avait 13 ans, qui est allée rejoindre le père en exil à Malte. Et dans ce voyage, il découvrait les sables blancs, les merveilleuses plages de Lipari, et l'enfant qui devait interpréter la mère de Pirandello quand elle était petite ne se présenta pas. Et ce fut à moi de le faire. Cette expérience m'a formée car elle m'a fait tout d'abord comprendre que je voulais être de l'autre côté de la caméra. Je voulais raconter ce monde-là, les îles, en effet. Si bien qu'après, j'ai tourné mon documentaire Fuga Prodi, ce voyage dans les îles éoliennes, mais aussi me fit comprendre l'autre Sicile, celle du mythe, au fond, celle des grandes histoires. Et donc, voilà, je suis pour la Sicile, je suis liée à Saline, parce que moi aussi, je dirige et j'ai fondé un festival du documentaire de narration à Salina, dans les îles éoliennes, comme Costanza, qui par ailleurs est en train de faire un travail formidable dans son centre à Palerme, qui est une ville carrefour de culture, une fenêtre ouverte sur le monde, comme le disait la directrice de l'Institut de culture de Rabat. Et justement, l'appel est ouvert. Nous attendons vos documentaires. L'appel se conclut le 20 juillet et aura lieu au mois de septembre. Voilà mon rapport avec la Sicile. Je dois vous dire que c'est un rapport d'amour inconditionnel. Caterina? Eh bien, tu disais que la littérature du Novecento, oui, tu parlais de Pirandello, mais il y a aussi Tommaso di Lampedusa, Sciascia, Bufalino, il y en a une quantité énorme d'écrivains siciliens qui ont été traduits et ont envahi même l'imaginaire du monde entier. Plusieurs d'entre eux ont été un sujet de réflexion tel que Verga, un sujet de réflexion pour toute une série de films, une terre très cinématographée dans ton très beau festival. Cette année, quelles sont les dates? Eh bien, nous en sommes à la 15e édition, Caterina. Je pense, avec les exploitations vinicoles de la région, avec les maires, la première fois, nous avions vécu notre expérience du festival et surtout, et moi j'ai commencé à vivre la Sicile au mois de septembre, le mois des vendanges, le mois le plus beau où l'île prend une couleur rouge, c'est merveilleux. Eh bien là, au mois de septembre, 15e édition, du 15 au 18 septembre à Salina, il n'y a pas une salle cinématographique, le festival est gratuit et notre politique est une politique culturelle en faveur de l'institution d'une école supérieure. À Salina, il n'y a pas une école supérieure, il n'y a que le primaire est parti du secondaire. Et donc, l'on se propose de faire un cinéma permanent. Et puis, depuis 2 ans, nous faisons une très belle fenêtre du Salina Doc Festival à Rome et nous serons à la Casa del Cinema cette année à Rome pour promouvoir le film documentaire, le cinéma du réel, mais je tiens à cet adjectif, documentaire narratif. On parle de documentaire de création. Nous documentons la réalité, mais nous racontons des histoires. Et je pense que la nouveauté du genre documentaire est justement cette implication du langage, où en quelque sorte, la fiction
la fiction fait partie du cinéma documentaire et vice-versa. Et selon moi, ça n'a plus de sens que de parler, selon nous, de documentaire par rapport au cinéma. C'est une bataille que nous faisons toujours. Nous parlons de films avec la seule différence. D'une part, qu'il y a le regard de l'auteur, qui est un regard différent, parce que c'est une histoire qui part de toi-même, mais qui raconte les autres et qui se met à l'écoute des autres, comme le faisait Visconti. Et je me rappelle cette expérience pour un vidéo merveilleux. Allez voir Mondo Visconti, c'est la plus belle chose que j'ai vue. Luchino Visconti mettait, nous le savons bien, la réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Qu'est-ce que c'est que la fin? C'est une bataille encore ouverte. Et mon dernier documentaire, Missand, qui attendent le dernier tour de mixage, eh bien, nous avons affaire toujours à la Sicile. C'est le troisième documentaire que je fais en Sicile, avec des narrateurs qui sont des acteurs, Giovanni Colcagno et Vincenzo Pierrotta. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour un acteur de fiction, de théâtre, et participer à un documentaire? Ils racontent eux-mêmes, donc c'est vrai, ils racontent eux-mêmes dans leur lieu d'origine, mais il y a également une mise en scène, il n'y a pas d'interview, il y a des récits. Selon frontière entre la littérature et le cinéma, et qui atteint même le cinéma documentaire. C'est cette rive-là qui m'intéresse d'explorer. Eh bien, tu n'as pas remarqué toi aussi qu'au cours des 4-5 dernières années, presque tous les films de fiction, d'invention, hormis les fantasies que nous allons voir, commencent par la phrase « Ce film est tiré d'une histoire vraie ». Oui, c'est clair que le doc, c'est vrai, c'est seulement une question de comment est conjugué ce documentaire, de comment il est conditionné. Mais la réalité est évidente, a pris le devant de la scène, heureusement. Heureusement. Merci, merci. Je regrette ne pas avoir plus de temps parce que la Sicile mériterait vraiment du temps à elle-même pour ce qui est du panorama cinématographique national et international. Merci, nous te laissons ton travail. Je regrette de ne pouvoir entendre tous nos collègues merveilleux. Merci, au revoir. Au revoir. Bene, io terminerei questo trittico, chiamiamolo così. Bien, je terminerai ce triptyque avec Vito, que je laisse à Caterina D'Amico. Les 3 réalisateurs, alors, bon. Mais les autres aussi sont des réalisateurs. Ils sont tous réalisateurs ce soir. Alors, faisons-les parler un à la fois. Ceux qui se trouvent à Rome plutôt qu'en Sicile. Eh bien, Vito s'est occupé beaucoup de cinéma sicilien. Que nous dis-tu à cet égard, à ce propos? Plutôt que le chapeau de réalisateur, mets-toi le chapeau de professeur. Ben, nous avons ici plusieurs rôles. Costanza est directrice du centre expérimental de Palermo. Giovanna est une documentariste, réalisatrice. Donc, nous sommes tous multitasking. Alors, le rapport est vraiment viscéral avec la Sicile. Vito Zagaria, c'est même un nom arabe. Mon nom et mon prénom le témoignent. Je suis normand de peau et de yeux, mais arabe de nom. Et donc, je représente les 2 traditions, mon père et ma mère sont siciliens. Hier, j'étais en Sicile, où ma mère a fait 100 ans, et je fais le documentaire sur cette mère qui vient de faire 100 ans d'âge.
Et pour moi, la Sicile, les origines sont ma maison. J'ai une maison dans le Ragusan. Et le Ragusan, pour moi, a toujours été un moment de grand attrait. À Raguse, j'y vais et j'ai tourné deux de mes 4 films, La Donna della Luna avec Greta Sacchi, dans le rôle d'une Italo-américaine qui rencontre un jeune homme qui joue à faire le courrier de la mafia. Tre giorni anarchia a tourné à Enna, le premier film que l'on a tourné à Enna, et l'on a parlé dans ce sens, puisque Pasquale Cimega y a tourné Enna, a été exploité pour ces très belles minières qui sont extraordinaires. Et en particulier, c'était un hommage à mon père. Dans mon petit, je suis fils d'un intellectuel sicilien, Giuseppe Zaccari, qui était un intellectuel qui a fait beaucoup de politique lorsqu'il était en Sicile, ami de Bufalino, de Sciascia. Je viens de publier une correspondance entre Giuseppe Zaccari et Sciascia. Les racines siciliennes sont vraiment profondes. Je parle du Ragusan. Eh bien, c'est cette région baroque merveilleuse, le baroque de la Val di Noto, un terrain, une région, je fais un peu le professeur, un terrain de l'imaginaire cinématographique par excellence. Pensez-vous à Antonioni, di Noto, de l'aventure, Zampa, ad Amelio et toute la partie du Ragusan, Scilly. Comment ne pas penser à Montalban? Mais il y a un cinéma avant Montalban. Puis le tout est devenu ciné-tourisme. Le commissariat de Montalban est devenu une destination touristique. Les touristes s'y reversent pour voir la maison de Montalbano. J'ai tourné le final de La Donna della Luna là. Il y a des endroits extraordinaires de cette région que je connais, tout particulièrement la zone du baroque, la zone des murs à sec. Il y a toute une histoire de la propriété divisée qui est différente des grands terrains non divisés. Depuis le 1991, je fais un festival, Ignazio le sait, qui s'appelle Cos Eblea Festa. La Cos Eblea veut dire ceci, réalisé dans cette région que j'aime, mais qui, d'un point de vue cinématographique, est important. Rosaline disait Natulati il terre, un festival qui considère le jeune cinéma sicilien et des films tournés. Et puis, les grands maîtres sont venus, Argento, Cabani, Scola, italien. Giovanna vient de nous quitter, mais j'étais très liée à Paolo De Vittorio. Et malheureusement, nous a quittés avec Giovanna. Nous avons fait une vidéo que peut-être Ignazio connaît pour Palumbo Editore, un interview aux Italiens et la littérature qui devrait être réédité avec des morceaux de Chaos et des morceaux d'autres films italiens. Une réflexion sur les Italiens et la Sicile. Et Giovanni a été invité plusieurs fois lors de mes festivals à Rome et à Ragusa, Scicli, où nous avons organisé le Cormiso, où nous avons organisé le Cos Eblea. Je voudrais ici rappeler en tant que critique historique et professeur que Ignazio Playa une fois m'a invité, et puis je te souviens, comme historien de Francard. Il y a eu une très belle rétrospective avec le piano, avec des films, avec Adisaquino. Comme vous pouvez bien le comprendre, mon rapport avec la Sicile, pour des raisons familiales et pour les films que j'ai tournés et pour mon organisation de festival et mon rôle d'historien, mais mon rapport est très profond. Tre giorni d'anarchia est dédié à mon père, poète et écrivain, et je suis en train de faire à présent un documentaire. Je ne sais pas si c'est cinéma du réel, mais un cinéma qui part de son profil, mettre en valeur
l'intellectuel, c'est le centenaire de mon père, en parlant des dialogues, en partant des petits films de ma famille. J'aime travailler au matériel retrouvé, au matériel des archives pour raconter par le profil d'un intellectuel d'histoire d'Italie. Aussi, il est tout aussi important d'avoir le cinéma du réel, comme Giovanna l'ont souligné, et est une des meilleures représentantes de la nouvelle vague italienne. Il y a également un cinéma autobiographique, biographique, l'on parle beaucoup de égo-histoire. Eh bien, faire l'égo-histoire, ce que Giovanna fait en partie lorsqu'elle parle de ses relations avec la Sicile, les Italiens également, Signor Padre et Radici, c'est important. La Sicile reste dans l'âme, reste dans le cœur. C'est une sorte de drogue merveilleuse, le paysage. Une des choses fondamentales est l'attraction, l'attrait du paysage dans les films, dans les messages, où tout se tient. La chose fondamentale, c'est cette attraction vers le grand et fort paysage sicilien. Par exemple, dans le Ragusan, l'école de Sicile, je cite un autre ami, Pietro Guccione, qui représente lui aussi la grande culture visuelle sicilienne. Merci Vito. Tu reviendras d'ici peu parce qu'à ce point, nous avons cité et évoqué ce paysage et je voulais lancer à Ignazio. Là, il y a une phrase, vu que les citations sur la Sicile sont très nombreuses, mais citer ce fait de tes racines. Federico II Svevia dit je n'envie pas Dieu d'être en paradis parce que je suis satisfait d'être en Sicile. Et alors, je voudrais que tu nous racontes un peu le travail que tu fais. Tout d'abord, merci pour nous avoir invités. C'est un plaisir et un honneur d'être présent. Ma commission, une toute petite introduction, je ne veux pas vous ennuyer, elle est une institution publique à l'intérieur de la région sicilienne et de l'assessorat au tourisme. On s'occupe de soutenir les productions cinématographiques qui choisissent la Sicile comme cette. Mais nous ne nous occupons pas simplement de ceci, nous nous occupons de soutenir la production cinématographique avec un projet extraordinaire de Vito Zagaria, Due giorni d'anarchia, Enna, dans sa reconstitution extraordinaire à l'intérieur du centre historique. C'est un souvenir merveilleux qui est un peu daté, malheureusement. Et puis, nous nous occupons de soutenir les productions d'un point de vue logistique et financier par un appel public que nous publions tous les ans. Nous soutenons un réseau de festivals sur tout le territoire régional. Vous avez cité le festival de Bodoro et le festival organisé par Giovanna. Et puis la troisième partie de notre travail est de formation grâce au soutien financier du Centre expérimental de cinématographie de la Sicile. Je me souviens avec grande joie et je profite de cette occasion pour remercier Caterina D'Amico il y a 15 ans avec l'ancien directeur de la commission. Nous avons organisé ce voyage à Rome pour organiser Caterina et le président de l'époque, Michike. Ils nous regardèrent avec un peu de suspect et puis nous avons mis noir sur blanc les bases de cette école qui maintenant fonctionne, qui a formé des dizaines et dizaines de jeunes auteurs qui se sont affirmés dans les festivals un peu partout dans le monde. Quand vous pouvez le comprendre, notre responsabilité et de toutes les choses qui ont été dites, mais nous sommes conscients de cette responsabilité vraiment énorme.
nous nous confrontons à une tradition extraordinaire. Le directeur, la directrice Calais disait que ces jours-ci, nous serons à Taormina pour la réalisation de Peter Stein, un documentaire de Peter Stein sur le voyage en Sicile. Et nous allons le présenter le 29 juin au sein d'une section du festival sicilien, du festival de Taormina. Donc, si nous sentons donc cette responsabilité, la Sicile aujourd'hui, et j'en termine ici, la Sicile consacre une attention particulière à l'aspect cinématographique. Pendant le lockdown, nous avons eu une grande production, Cyrano, dans la version musicale, qui a été tournée en entier entre Noto, Siracusa, Catania. Tout un film en costume. Pendant 6 mois, durant le lockdown, la Sicile a été le set d'un film important américain, vraiment mainstream, de très grand niveau, surtout d'un point de vue financier, mais nous accueillons également des dizaines de productions, surtout des publicités, des grandes marques internationales. Nous ont choisi comme set pour vulgariser leur image dans le monde entier. Et je m'en arrête ici parce que je crois que j'ai trop dit. Merci. Mais moi, je permets de continuer. Cette chose est à mi-chemin entre Caterina et Playa. Nous parlons du festival de Taormine, qui est un festival qui a vu beaucoup de personnes du 27 juin au 3 juillet. Qui a vu passer vraiment maintes auteurs et beaucoup de directeurs importants de festivals qui sont passés par Taormine. Oui, ce festival de Taormine, cette année, eh bien, a une situation particulière. Il y a 3 directeurs différents qui ont mis sur pied ce programme. À l'intérieur, nous avons recoupé une toute petite place pour des productions que nous avons soutenues au cours de ces dernières années, mais surtout pour donner la possibilité à des producteurs et à des réalisateurs professionnels du secteur de pouvoir nous rencontrer afin de bien comprendre quelles sont les modalités pour pouvoir arriver en Sicile. Aujourd'hui, la Sicile est un lieu sûr où tourner. Chaque année, nous publions un appel public, un avis public. Cette année, nous sommes dans la phase d'évaluation de l'avis 2020. En 2021, plus de 170 projets sont arrivés entre documentaires, courts-métrages et longs-métrages du monde entier. Vraiment du monde entier. Nous avons une gamme extraordinaire et je pense que d'ici les années prochaines, nous aurons beaucoup de productions. Nous espérons être présents sur toutes les plateformes internationales, comme ceci a eu lieu les années passées, comme Piero Messina, par exemple. Entre autres, le festival est né en 1955 et il a eu des invités extraordinaires. Il s'appelait Festival cinématographique international de Messine et de Taormine. Oui, Messine et Taormine. Parce que la province et la municipalité de Messina et de Taormine. Et au fil des ans, il s'est développé. Je me souviens des images que j'avais eues. J'ai plutôt fréquenté des festivals comme Caterina et j'ai vu des images du passé où il y avait Audrey Hepburn, Fellini. Tout le cinéma y est passé. Woody Allen, il y en avait vraiment plusieurs d'invités les années passées au niveau mondial. Je m'arrêterai une seconde pour lancer Giovanni.
qui est Giovanni Massa, qui est organisateur de festival, réalisateur et directeur artistique. Oui, merci. Merci tout d'abord. Merci. Avec grand plaisir, je me rattache à ce qui vient d'être dit jusqu'à présent. Il y a beaucoup de sujets de réflexion intéressants. Tout d'abord, je vais commencer par parlant de l'Efebo d'Oro. Vous avez parlé de Taormine. Je ne me trompe pas si je dis que l'Efebo d'Oro est le deuxième festival le plus ancien qui a lieu en Sicile. Cette année, nous préparons la 43e édition. Il est né en 1979 comme un prix international donné à un film tiré d'un ouvrage littéraire. Et les débuts furent à Agrigento en primant Mario Monicelli et Alberto Soldi pour un film Il Borghese Piccolo Piccolo. Et depuis cette époque, chaque année, il y a eu vraiment une augmentation, une escalation d'invités internationaux qu'il serait très difficile de citer. Je vais citer simplement, puisque je sais que vous aurez un film de Marco Bellocchio. Bellocchio a reçu un prix en 2009 pour Vincere. Pour donner simplement, faire simplement un exemple, en 2013-2014, l'Efebo d'Oro d'Agrigento a connu une période de crise et de difficultés et il s'est transféré à Palerme. Il a transféré son activité de façon stable à Palerme. La présidente du Centre de recherche narratif cinéma Alba Lazzolo, qui est parmi les fondateurs de cette initiative, elle est palermitaine. Et l'année d'après, ils m'ont nommé comme directeur artistique, ce que j'ai fait avec un immense plaisir, car j'avais d'autres expériences déjà de direction de festival. J'avais créé et fait avancer un festival de documentaire pendant 8 ans, car je suis moi aussi un documentariste. Organisateur de festival. J'avais développé un festival de documentaires qui s'était conclu, qui avait cessé pour manque de financement. Il n'y avait pas encore cet avis, cet appel annuel de la Sicilia Film Commission. Et j'avais fait d'autres choses, d'autres initiatives plus précises. Donc, avec grand plaisir, je suis devenu directeur artistique et j'ai essayé de le transformer en un festival. Aujourd'hui, il s'agit véritablement d'un festival. Moi aussi, je me souviens que la vie est ouverte jusqu'au 30 juillet et que l'on peut participer avec des longs métrages de 3 types, des films tirés d'ouvrages littéraires ou des ouvrages premières ou secondes. Voilà les 2 sections en concours que nous organisons. Puis, il y a toute une série de sélections, prix à la carrière, un prix que nous appelons Nuovi Linguaggi Città di Palermo, parrainé par la ville de Palerme, et nous l'assignons à un artiste qui a utilisé des langages innovants. Nous l'avons donné à Mike Bouldum. Nous avons organisé avec lui des masterclass auprès du Centre expérimental de cinématographie, comme Costanza le sait, même si elle n'est plus là. Et l'Efebo d'Oro se tiendra en novembre et il s'agit d'une manifestation très consolidée. Nous espérons pouvoir faire toujours plus dans les années qui viendront. Je voulais également ajouter quelque chose
à propos d'autres aspects qui ont été traités ici. Par exemple, j'aimerais rappeler parmi les écrivains siciliens plusieurs en ont été cités, je voudrais en rappeler un qui ne vient jamais cité, Stefano d'Arrigo et son Cinzorta, qui sont un véritable monument à l'écriture. Voilà, je voulais simplement faire cette citation car lorsque je l'ai lu, j'étais enchantée, même si je me rends compte de la difficulté de lecture. C'est un roman comme Ochimusorka. C'est vrai, et ce fut sensationnel lorsque ce livre sortit. L'on en parla pour 2 ans sans fin, avec grand enthousiasme. C'est un livre un peu oublié, avec le temps peut-être sous-estimé à cause de sa complexité probablement. Oui, et même il y a 2 ans ou l'année dernière, la traduction en allemand a été achevée de ce livre. Il y a eu un fou parce que je ne peux le définir qu'ainsi, qui a travaillé pendant plusieurs années et a fait une édition allemande de ce livre. J'ai un moment de vanité personnelle. Je l'ai même remporté ce prix l'Efebo d'Oro lorsqu'il avait une section consacrée à une publication, un livre à propos de cinéma. Oui, nous l'avons encore, cette section. Eh bien, j'ai remporté un prix avec un livre que j'avais écrit sur l'Ebro Pietro Tosi avec Guido Vergagni et j'en suis fière. Je n'étais pas à l'époque, mais je le sais naturellement. J'ai toujours trouvé très beau et très intelligent le fait de faire un festival ainsi important, volumineux, pour mettre ensemble, conjuguer ensemble le cinéma et la littérature, car c'est un terrain vraiment fertile et très important à suivre du point de vue aussi bien littéraire que du point de vue cinématographique. Le cinéma qui s'approprie de la littérature et qui la traduit en un autre langage. Oui, absolument. En effet, une des choses dont je suis le plus content, dont je me réjouis le plus, ça a été par exemple de réussir à voir ici Khalif Qureshi et sa compagne Isabella D'Amico, et parce qu'il est écrivain, mais écrivain pour le cinéma, un écrivain extraordinaire. Il a fait également le réalisateur, tout comme dans d'autres cas. L'on a fait rencontrer Stefano Mordino et Giuseppe Ferrandino. Il avait écrit le texte d'une bande dessinée et l'on a fait le film Pericle Nero. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils se sont rencontrés ici pour la première fois à l'Efebo. Avec quelques petites discussions amiables sur l'interprétation que l'on peut donner à une histoire du moment où on la transpose en images. C'est certainement un thème très intéressant et il y a toujours des choses nouvelles. Grosso modo, la moitié des films au monde sont tirés d'ouvrages littéraires, surtout les films américains. Oui, mais c'est aussi une ruse de l'industrie, d'une certaine industrie qui préfère avant tester la réponse du public avec un investissement plus contenu et voir si cette histoire exerce une emprise sur le public. C'est un test. Après,
le cas échéant, on l'a traduit en images. Il y a plusieurs scénaristes qui font cette chose rusée de publier d'abord un roman. Je me souviens que vous parliez du premier prix, du premier F. Bodoro qui fut donné à un Borghese Piccolo Piccolo. Je me souviens, je rappelle à cet égard que Monicelli racontait que lorsqu'il eut la réalisation de ce roman qui venait de sortir, il lut cet roman et se dit c'était un roman très fertile pour le cinéma, mais il manque un début différent d'un point de vue cinématographique. Alors, il ira voir Cerami et il lui exposa la situation. Il lui dit, si vous avez une idée pour comment on pourrait commencer, il ouvrit un tiroir et il lui dit, voilà, il l'avait déjà écrit, bien évidemment, mais d'un point de vue littéraire, ça ne fonctionnait pas. Donc, ça fonctionnait seulement au cinéma. Donc, il l'avait gardé dans son territoire. J'abuse encore de la présence de Zagaria. Est-ce que tu peux nous raconter tes élèves? Tes élèves, ils sont passionnés de cinéma et même de cinéma sicilien en faisant des thèses sur la Sicile ou bien non? Non, c'est vrai, surtout les Siciliens. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Je suis fière. Il y a eu une thèse sur mon cinéma qui s'appelle Non solo Montalbano, non seulement Montalbano. Il y a donc un cinéma sicilien tourné dans les zones que je venais de vous dire avant Montalbano. Montalbano s'est approprié du paysage sicilien, même par rapport à certaines icônes. Montalbano s'est approprié un peu de tout, mais le cinéma avait lieu même avant. J'ai tourné avec Lascacchi dans les mêmes endroits de Montalban. Oui, les thèses, oui. La Sicile. On peut faire des thèses sur la terra trema, sur Visconti, oui. Il y a une grande attention, même grâce à ma bataille personnelle pour le jeune cinéma sicilien. Vous parliez d'Assadonia, de Salvo. Il y a une nouvelle génération sicilienne. Le documentaire, par exemple, sur Giovanni su Quadriglio, on en a beaucoup parlé. Quadriglio a fait l'objet d'un cours de ma part, non seulement sur le cinéma sicilien, et 87 ore aussi. Terra Matta, par exemple, à propos des relations atypiques avec la littérature, Terra Amata, tiré du roman autobiographique du presque analphabète Davito. Il a reçu un prix de l'EFEBO, bien sûr, un petit chef-d'œuvre produit par nous, hein, Terra Amata. Oui. Je voulais intervenir, nous avons très peu de minutes encore et nous pouvons raconter un peu cette Sicile qui, au cours de cette conversation, a exprimé beaucoup de beaucoup de cinématographie nationale et internationale. Toi qui fais ce travail et qui suit surtout le système de l'audiovisuel sicilien. Et selon toi, quel peut être justement quelque chose qui aille au-delà de Montalban aujourd'hui par rapport à la Sicile, comme le disait Zagaria? Heureusement, nous sommes allés au-delà de Montalban. L'idée que la Sicile n'est pas simplement Montalban. Montalban, pour nous, c'est une production très importante, bien sûr. Mais il n'y a pas seulement Montalban. La Sicile, aujourd'hui, a plusieurs films. Je vous ai cité les productions américaines. Mais après cette émission, vous allez voir Bellocchio. Moi, j'ai participé dans la première phase à la recherche des locations.
La Sicile est un univers, elle est tellement variée qu'elle permet des regards totalement différents. La Sicile de Casadona Piazza, qui est un regard, c'est une Sicile qui n'est pas la Sicile de Montalban, ou de Rai, de Mediaset ou de Sky. C'est une Sicile, un lac au milieu des bois. Donc, les espaces, c'est le cinéma des Sorelle Magaluso, de Pia Castellana Bandiera. La perspective est énorme. Oui, oui, bien sûr. Les films de Tornatore, nous avons une nouvelle génération, comme le disait Vito, très intéressante, des jeunes cinéastes. Et il y a une tradition importante. Je voulais saisir l'occasion pour rappeler, vous avez tous parlé de Bufalino. À Bufalino, il y a quelques années, coproduit par nous, une personne extraordinaire comme Franco Battiato a consacré, a dédié un documentaire. Et j'aime à cette occasion le rappeler une personne qui n'est plus avec nous et à Bufalino qui a dédié un travail extraordinaire, un ouvrage extraordinaire. Vous parlez des Siciliens. Les vies des Siciliens souvent se sont croisées. Vito a rappelé une initiative que nous avons faite pour la naissance de Ben Capra, de son pays natal. Et Rito Zagario et Rito Zigarelli se sont rencontrés pour faire des noms. Très souvent, les vies des Siciliens se croisent, ce n'est pas un hasard. Mais Frank Capra n'aimait pas la Sicile. Non, lui, il l'a détesté. Frank Capra, oui, il l'a détesté. Il en avait honte, oui, parce qu'il avait dû fuir dans une période de grande pauvreté. Et donc, lorsqu'il retourna, il était chargé de cette haine. Scorsese, oui, il a cherché le pays de ses parents. Scorsese, oui, oui, oui. Schiavelli aussi, qui est devenu fameux pour le film avec Milos Forman, avec les grands colossales américains. Il se souvenait de l'amour de Scorsese pour la Sicile, pour l'endroit où sa mère et son père étaient nés. Oui, il y avait une passion absolue de Scorsese pour les souvenirs de famille. Oui. Dans le film produit par Caterina. Alors, temps de conclusion, malheureusement, je cède la parole à Rabat pour les conclusions de ces rendez-vous extraordinaires avec la Sicile d'aujourd'hui. Eh bien, je souhaite remercier tous les invités, notamment Monsieur le professeur Vito Zagaria, réalisateur que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. J'espère de l'avoir ici à Rabat parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent apprendre, qui souhaitent étudier dans le secteur cinématographique. Donc, c'est mon invitation officielle, Monsieur le professeur. Et merci. Et la chose que je voulais dire est la suivante. Il s'agit d'un voyage qui nous a apporté dans une région très significative. J'ai eu à l'esprit, pendant que vous parliez, un ouvrage, Lot Difference, cette forme de la Méditerranée qui est entourée de plusieurs chaises, autant que le sont les pays qui donnent sur la Méditerranée. Nous avons parlé de dialogue, d'une culture qui est synthèse, expression de plusieurs cultures. J'estime, je crois, qu'il s'est agi d'un moment important. Nous avons réaffirmé que la mer ne sépare pas, mais unit, et qu'elle pose, elle jette les bases d'un dialogue et surtout parce qu'elle élève les frontières, non seulement géographiques, mais aussi mentales. Et la Sicile
le témoigne pleinement avec toutes ces initiatives que nous venons de présenter ce soir. Nous avons parlé de Montalban, mais nous devons parler également de Camilleri. Et je voudrais laisser la parole à notre conducteur et je voudrais rappeler une phrase de Camilleri lorsqu'ils lui demandait qu'est-ce qui te manque de la Sicile. Et alors il lui répondait en Sicile, uno scruscio de mare. Eh oui. Et donc la mer est fondamentale dans la vie de nous tous. Donc je suis très contente que ce soir la Sicile est ressortie dans toute sa plénitude, dans toute sa plus grande expression culturelle en Italie. Merci, merci Madame la directrice. Nous sommes arrivés à la conclusion, mais avant, nous sommes dans le cadre de ce parcours. Faisons voir le documentaire sur le rapport avec la Sicile réalisé en 1900 pour l'Istituto Luce et en attendant les mondiaux de football de 1990 à Palerme. Encore merci, nous allons nous revoir la semaine prochaine. Merci, merci, au revoir. Da questo mare arrivarono Fenici, Greci e Romani, Arabi e Normanni. Da questa porta entrarono francesi e spagnoli, padroni che Palermo non ha mai amato, celando un sogno deluso di libertà. Questa vecchia città sovrana vive da sempre di fulgori e di penombre. I suoi monumenti, sparsi ovunque, hanno bianco di marmi, oro di mosaici e nero d'arenarie. Quanta storia in questa vecchia città sovrana. Il campanile della Martorana, le cupole saracene, ci riconducono alle grandi conquiste di una Sicilia dimenticata. Il trecentesco Palazzo Steri, durante la Controriforma, ospitò il Sant'Uffizio ed ebbe celle e camere di tortura. Nel piano della Marina si elevarono i roghi degli autodafè e questo grande ficus pare simboleggiare ancora antichi spasimi. E questi viali di pietra del meraviglioso chiostro di Monreale affascinano e incantano per l'incredibile armonia di queste colonne. Due a due, fianco a fianco, tutte differenti, rivestite di mosaici, altre nude, altre adorne di un semplice disegno di pietra che vi sale attorno, avvolgendosi come una pianta rampicante. La cattedrale arabo-normanna risuona dei Te Deum di storiche incoronazioni. Ruggero d'Altavilla, primo re di Sicilia. Arrigo VI, Costanza d'Altavilla, Costanza II d'Aragona, Guglielmo, duca d'Atene, Federico II di Svevia. Qui fu la Magna Curia di Federico, dove risonarono canti d'amore della scuola poetica siciliana, alle origini della lingua italiana.
Ruggero II rese superba la dimora con la cappella palatina gotico-normanna. Una minuscola basilica che Maupassant definì la più bella chiesa del mondo. Il Cassero e via Maqueda tagliano a croce la città, incontrandosi nella barocca piazza Vigliena, nei 4 canti chiamati Teatro del Sole. Esplosione di vita nell'oratorio del Serpotta, sentimento della morte, sfarzo, meditazione, saggezza, follia, come nel carattere dei siciliani. Questo murale celebra il trionfo della morte. Papi, re, giudici soggiacciono alla nera Amazzone, nella fissità degli sguardi, lo stupore della morte. Renato Guttuso colse invece la vita nel mercato della Ucceria, col suo barocco quotidiano. Questo ponte senza acqua congiunse le 2 Italie. Nel 1860 i garibaldini travolsero i soldati borbonici. Sparsi i luoghi rievocano atmosfere del Gattopardo. Queste sale videro il valzer di Angelica e Tancredi, mentre il principe Fabrizio corteggiava la morte. Irrisione e grottesco emergono dalla Villa Palagonia. Se ne stupì Goethe. I mostri di pietra danno misura del rapporto tra l'uomo e l'assurdo. Il filo invisibile che lega l'uomo a Dio ci conduce alle meravigliose immagini della Annunciata. Un filo invisibile che ci conduce ai sublimi mosaici del Duomo di Monreale. Goethe diceva: non ci si può fare un'idea dell'Italia senza aver visto la Sicilia.